Bonsoir mesdames et messieurs, le journal du dimanche le 10 novembre avec vous Iman Al-Aad et Mohamed Al-Homboussani. Bonjour Mohamed. Bonjour Iman et on commence tout de suite avec les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit le premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, actuellement en visite au Caire. La région de Moscou est la cible d'une attaque de drones d'une ampleur inédite depuis le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui le premier ministre malaisien Anwar Ibrahim au palais El-Ittihadiyya. Le premier ministre malaisien est arrivé hier au Caire pour une visite officielle de quelques jours. Il a été reçu à l'aéroport international du Caire par le premier ministre Mostafa Madbouli. Cette visite coïncide avec le 65e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Égypte et la Malaisie. Le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés égyptiens, Badr Abdelati, a confirmé la position de l'Égypte, refusant toute tentative israélienne visant à déplacer les Palestiniens afin d'exterminer la cause palestinienne. Abdelati s'exprimait lors de sa rencontre avec le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères palestinien, Mohamed Mustafa, en marge de sa participation à la réunion ministérielle préparative du sommet extraordinaire arabo-islamique conjoint prévu demain dans la capitale saoudienne Riyad. Au cours de la rencontre, M. Abdelati a affirmé que l'Égypte continuera toujours à soutenir le peuple palestinien jusqu'à la création d'un État palestinien indépendant ayant Jérusalem-Est pour capitale. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelati, s'est mis d'accord avec son homologue djiboutien Mahmoud Ali Youssef sur la nécessité de respecter la souveraineté des pays et son intégrité territoriale et de garantir la liberté de la navigation internationale. Les deux chefs de la diplomatie ont également convenu sur l'importance de renforcer la coopération et la coordination bilatérale dans les organisations régionales, notamment à l'Union africaine et la Ligue arabe. Les deux ministres se sont exprimés en marge des travaux de la réunion ministérielle préparative du sommet extraordinaire arabo-islamique conjoint tenu à la capitale saoudienne Riyad. Abdelati a affirmé l'attachement de l'Égypte à renforcer la coopération avec Djibouti dans les divers domaines conformément aux relations historiques et aux liens étroits entre les deux pays. Passons aux territoires palestiniens occupés, où la défense civile palestinienne à Gaza a annoncé aujourd'hui la mort de 41 personnes, dont 13 enfants tués, dans 2 frappes aériennes israéliennes sur 2 maisons distinctes dans la bande de Gaza. Une première frappe a fait. Le ministère palestinien de la Santé à Gaza a annoncé aujourd'hui un nouveau bilan de 43 603 morts dans le territoire palestinien depuis le début de la le 7 octobre 2023. Le Qatar a confirmé hier avoir suspendu sa médiation entre Israël et le Hamas en vue d'un accord de cessez-le-feu à Gaza associé à une libération d'otages jusqu'à ce que les belligérants fassent preuve de sérieux dans les négociations. Avec les États-Unis et l'Égypte, le Qatar avait participé pendant des mois à des efforts de médiation pour mettre fin à l'agression dévastatrice dans la bande de Gaza, déclenchée le 7 octobre 2023. Le porte-parole des Affaires étrangères du Qatar a affirmé que les Qataris avaient informé les Israéliens et le Hamas que tant que les deux camps refusent de négocier un accord de bonne foi, ils ne pourront pas continuer à jouer le rôle de médiateur. Il a ajouté qu'ils ont fait savoir à l'administration américaine qu'ils seraient prêts à s'engager à nouveau dans la médiation lorsque les deux parties démontreront une volonté sincère de revenir à la table des négociations. Passons au Liban, où au moins 20 personnes ont été tuées aujourd'hui dans une frappe israélienne ayant visé Almat dans la région de Jbel, au nord de Beyrouth, a indiqué le ministère libanais de la Santé.
Une frappe israélienne a également visé une maison de la ville de Baalbek, principale ville de l'Est du Liban, sans appel préalable d'Israël à évacuer. Le ministère libanais de la Santé a indiqué dans un communiqué que les raids de l'aviation israélienne contre la région de Baalbek-Hermel, dans l'est du Liban, ont fait 20 tués, dont 11 dans la localité de Knaïsé et 14 blessés. Dans le sud du pays, voisin d'Israël, 5 personnes ont péri dans une frappe sur la localité de Hanaouai, a-t-il ajouté. 8 personnes, dont 7 secouristes, 6 de l'association Al-Risala, affiliée au mouvement Amal, allié du Hezbollah, et un secouriste du comité islamique de la santé, affilié du Hezbollah, ont été tués dans une frappe à Deir Qanoun, d'après la même source. Ailleurs, dans le sud du Liban, 12 personnes ont été blessées dans une frappe de l'aviation israélienne visant un quartier de la ville de Nabatiya, selon le ministère. Plus tôt dans la journée, l'armée de l'air israélienne a frappé des sites du Hezbollah dans la région de Tyr et de Baalbek, c'est ce qu'a indiqué l'armée. La veille, 7 personnes, dont 2 fillettes, ont été tuées dans des frappes israéliennes sur la ville de Tyr, c'est ce qu'a indiqué le ministère de la Santé dans un nouveau bilan samedi, après que des corps ont été retirés des décombres. Selon Annie, ces frappes ont visé 3 immeubles et causé d'importants dégâts à des dizaines de maisons. Citant qu'Israël a intensifié sa campagne aérienne au Liban voisin depuis le 23 septembre et a lancé une offensive terrestre le 30 septembre dans le sud de ce pays, après un an de heurts transfrontaliers entre son armée et le Hezbollah. Plus de 2700 personnes ont été tuées au Liban depuis le 23 septembre, en majorité des civils, selon le ministère libanais de la Santé. De son côté, le Hezbollah libanais a revendiqué plusieurs tirs de roquettes et de missiles sur le nord d'Israël. Il a notamment dit avoir visé une base militaire au nord de Haïfa ainsi que sa périphérie et avoir abattu un drone israélien. Au Yémen, les États-Unis ont mené plusieurs frappes aériennes visant des installations de stockage d'armes des Houthis. Selon un haut responsable américain, les armes sophistiquées en question étaient utilisées par ce groupe pour attaquer des navires civils et militaires en mer Rouge et dans le golfe d'Aden. La chaîne des Houthis Al-Masira a fait état de 3 frappes dans plusieurs quartiers de Sanaa, la capitale du Yémen, citant que les Houthis, qui contrôlent de larges pans du Yémen, mènent depuis des mois des attaques contre Israël et navires qui leur seraient liés, en affirmant agir en solidarité avec le mouvement Hamas, opposé à l'agression israélienne dans la bande de Gaza depuis un an. L'agence de presse officielle a annoncé que le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Grossi, est attendu mercredi en Iran. Les rencontres de M. Grossi avec les hauts responsables iraniens auront lieu jeudi, selon la même source. Sa visite doit intervenir après la nouvelle victoire du républicain Donald Trump à la présidentielle américaine. Durant le premier mandat de Trump, les États-Unis se sont retirés en 2018 d'un accord international censé encadrer les activités atomiques de l'Iran en échange d'une levée des sanctions internationales. Toutes les tentatives ont échoué ces dernières années pour raviver l'accord conclu en 2015 avec les pays européens, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, avec les États-Unis, la Russie et la Chine. La région de Moscou a été ce matin la cible d'une attaque de drones d'une ampleur inédite depuis le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine, avec une tentative d'appareil abattu selon les autorités russes. Le ministère russe de la Défense a annoncé avoir déjoué une tentative d'attaque terroriste par le régime de Kiev en détruisant un total de 70 drones dans la matinée, dont 34 dans la région de Moscou. Les autres ont été abattus dans les régions limitrophes de Moscou et Kaluga, Tuta, et dans 3 régions frontalières de l'Ukraine. Décrivant sur Telegram une attaque massive, le gouverneur de la région de Moscou a affirmé que les interceptions s'étaient notamment déroulées au-dessus de 2 villes à une quarantaine de kilomètres au sud-est du centre de Moscou et à proximité d'aéroports. Cette opération dans la banlieue de Moscou intervient 4 jours après une attaque massive de drones russes sur la capitale ukrainienne, visée quasiment quotidiennement depuis un mois.
L'ampleur de la victoire de Donald Trump s'est confirmée hier avec la prise de l'Arizona qui permet aux milliardaires républicains de remporter un carton plein dans les États clés au moment où se prépare la transition promise pacifique par Joe Biden. Donald Trump, en remportant l'Arizona lors de la présidentielle, cela signifie que le républicain est ressorti gagnant dans tous les États clés du scrutin. Le président américain sortant, Joe Biden, doit recevoir mercredi dans le bureau ovale le nouveau président élu, Donald Trump, qui commence à s'exprimer sur la composition de son futur gouvernement pour préparer son retour historique au pouvoir. Après 4 jours de décompte, des grandes chaînes américaines ont déclaré Donald Trump vainqueur en Arizona, l'État du Sud-Ouest traditionnellement républicain, mais qui avait basculé de justesse en 2020 en faveur de Joe Biden. Il avait déjà remporté les 6 autres États clés, à savoir la Géorgie, la Caroline du Nord, la Pennsylvanie, le Wisconsin, le Michigan et le Nevada. S'il ne change pas l'issue du scrutin, les 11 grands électeurs décrochés dans le dernier swing state en jeu apportent une nouvelle preuve de la victoire incontestable de Donald Trump face à Kamala Harris. Il est aussi désormais quasiment assuré de remporter le vote populaire contre la démocrate. Il sera alors le premier président républicain depuis 20 ans à réussir cet exploit, donnant tort aux sondeurs qui prédisaient le contraire. Et il pourra s'appuyer sur le Sénat que les républicains ont repris aux démocrates et possiblement sur la Chambre des représentants où son parti est en bonne voie pour conserver la majorité. Donald Trump a promis aux Américains de rendre leur vie meilleure à coup de baisse d'impôts et de taxes douanières. Le républicain a aussi dit qu'il procéderait à des expulsions massives de migrants en situation irrégulière. La Chine a réaffirmé aujourd'hui les contours de ses territoires maritimes près d'un récif disputé avec les Philippines en mer de Chine méridionale, 2 jours après la promulgation par Manille de lois délimitant ses propres eaux territoriales. Le président philippin Ferdinand Marcos a promulgué des lois délimitant les eaux territoriales des Philippines et imposant des couloirs fixes pour le passage des navires et avions étrangers, suscitant une vive réaction de la Chine qui a convoqué l'ambassadeur philippin. Dans un communiqué publié aujourd'hui, le ministère chinois des Affaires étrangères affirme que le gouvernement avait délimité et annoncé les délimitations de la mer territoriale près de Huangyangdo. Le texte ajoute qu'il s'agit d'une mesure naturelle de la part du gouvernement chinois pour renforcer de manière légale la gestion maritime et elle est conforme au droit international et aux pratiques communes. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté leur colère à Valence contre la classe politique pour la gestion des inondations qui ont fait au moins 220 morts dans le sud-est de l'Espagne la semaine dernière. Selon la délégation gouvernementale à Valence, la manifestation a rassemblé 130 000 personnes. Les participants se sont donné rendez-vous en fin de journée sur la grande place devant la mairie de Valence pour parcourir le kilomètre qui la sépare du siège du gouvernement régional. Ils ont exigé notamment la démission de son président Carlos Mazen, mais le premier ministre socialiste Pedro Sánchez n'a pas non plus été épargné par les critiques. Les 2 hommes sont accusés par les sinistrés d'avoir sous-estimé les risques et mal ordonné les secours après les inondations du 29 octobre qui ont dévasté près de 80 communes. C'était tout pour notre journal. Merci pour votre attention. À tout à l'heure.